Hi my love, c'est Diana, bienvenue sur ma chaîne. J'ai un cancer du sein. Autant le balancer comme ça directement parce que je vais venir faire des... Ah, j'ai une révélation à vous faire, blablabla, comme je l'ai déjà fait, hein, je me la raconte, mais j'ai déjà enregistré 2-3 trucs, ça ressemble à ça. J'ai une révélation à vous faire, une révélation très importante pour moi. Bon, je le dis cash, j'ai un cancer du sein, il y en a qui vont l'apprendre, il y en a qui le savent déjà. Donc voilà, c'est parti. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai décidé en fait de lancer mon carnet de bord. Ça va être un carnet qui va me suivre tout le long de mon traitement, qui va être un traitement lourd. Donc on parle de chimiothérapie, d'opération, de radiothérapie, etc. Et j'ai décidé de faire un carnet de bord, d'une part parce que après avoir appris que j'avais un cancer du sein, j'ai fait des recherches, j'ai cherché des témoignages de gens de mon âge qui étaient atteintes de... Attendez, mon cil se décolle. De témoignages. Je pense que pendant tout le long de la vidéo, mon cil va se décoller. Je vais le recoller de temps en temps. Je l'ai très mal collé. En plus, il me gêne, c'est terrible. Je vais le recoller. Donc, comme je disais, après avoir appris que j'avais un cancer du sein, j'ai cherché des vidéos, des témoignages un peu partout, de personnes qui étaient atteintes de cancer du sein. Malheureusement, j'ai trouvé que des personnes d'un certain âge. C'est vrai que mes impératifs à moi à 26 ans et ceux d'une personne qui a 46 ans ne sont pas les mêmes. Et finalement, j'ai pas vraiment trouvé de témoignages de personnes de mon âge et encore moins de femmes noires. Donc je me suis dit que j'allais faire mon petit carnet de bord. Je vais vous emmener avec moi dans tout ce parcours, dans tout ce traitement et dans toute cette longue guérison. Et donc voilà, abonnez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Je vais vous expliquer en fait comment j'ai su que j'avais un cancer du sein. Il y a un an, en novembre 2019, presque jour pour jour, je mettais mon soutif et là c'est moi où il y a un cintre dans l'arbre. C'est un cintre, désolée. Il y a un cintre genre au sommet de l'arbre. Rien à voir, mais je sais pas comment il est arrivé là. Bref, ça m'a trop perturbée. Ok, je reprends. En novembre 2019, il y a donc un an presque jour pour jour, en mettant mon soutien-gorge, j'ai senti une petite boule dans mon sein gauche. Elle était différente de tout ce que j'avais palpé auparavant. J'avais l'habitude de m'auto-palper et je sentais des tissus mammaires, voilà, on a des glandes aussi mammaires, donc je sentais tout plein de choses et là je savais que c'était différent. C'était vraiment une boule très sphérique, très dure et une toute petite boule. Donc j'en parle à ma mère. Ma mère me dit d'aller voir le médecin. Je vais voir le médecin me palpe et me dit que c'est rien. Que ça s'appelle un adénofibrome, que ça arrive à beaucoup de gens, que sa propre fille a eu ce type de problème, que je pouvais vivre avec ou l'enlever. C'est une petite opération. Il me propose quand même de faire une mammographie et une échographie. Et il me demande si j'ai des écoulements, si j'ai des douleurs, si j'ai des ganglions sous les aisselles et tout. Et moi j'avais rien de tout ça, donc je suis partie faire ces analyses et puis il se révèle que c'est une petite boule bénigne. C'est ce qu'il y a écrit en tout cas sur les premières analyses. Je devais faire après ça un suivi de 3-4 mois et donc on tombe tout de suite dans la période de Covid, donc c'était novembre de l'année dernière, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, on est déjà en plein Covid. Donc impossible de se rendre dans un centre hospitalier. En même temps, le médecin m'avait beaucoup rassuré en me disant que je pouvais vivre avec et tout. Donc je me suis dit c'est pas pressé. Mais je sentais quand même que ça commençait à grossir. Donc j'attends jusqu'à mai pour me rendre une nouvelle fois chez le médecin, faire le suivi du coup. Donc on refait encore une écho, on refait encore une mammographie. Ça a légèrement augmenté de volume, légèrement. Mais encore une fois, on me dit que c'est rien. Que c'est normal, qu'à mon âge, j'arrivais à beaucoup de gens. Encore une fois, je m'inquiète pas. Je retourne voir mon médecin qui me propose de faire une biopsie, voilà, pour voir s'il y a rien de grave. Et en fait, à ce moment-là, je me trouve à Abidjan,
où je vis depuis 2 ans, c'est un peu plus compliqué de faire une biopsie là-bas parce que les résultats sont envoyés en France et reviennent. Donc une biopsie, on va recevoir les résultats, ça va mettre 1 mois. En plus, c'est des trucs qui sont très très chers. Donc je me suis dit, bon, bah, si mes résultats sont envoyés en France, quand je rentrerai en France, bah, je ferai la biopsie, quoi. Directement là, comme ça, j'ai directement les résultats. Donc, entre mai et octobre, je sens que la boule grossit, mais vraiment de manière significative cette fois, au point où je le sens. Et j'en sens même une deuxième derrière. Donc, mon copain de l'époque me dit non, c'est des tissus mammaires, etc. Il n'y a pas de deuxième boule. Et moi, je la sentais quand même, dans certaines positions, mais elle était vraiment genre juste derrière la première. Je commence quand même à un petit peu m'inquiéter, c'est vrai. Et puis je me dis, il faudrait que je fasse une biopsie. Il se trouve que ouais, j'avais prévu d'aller voir mes parents en France, de venir du coup, puisque je suis en France là, de venir voir mes parents en France en octobre. Donc j'arrive tranquillement, je vois tout le monde, super content, on vit tous ensemble, c'est la colonie de vacances. Et j'en profite pour aller voir le médecin, mon médecin traitant qui me traite depuis ma naissance, pour lui montrer un petit peu mes analyses et qui me donne son avis. Mon médecin traitant me dit qu'à 95%, c'est rien du tout. Donc là, c'est bien la 3e fois qu'on me dit que c'est rien. À 95%, c'est rien. Donc, il me prescrit quand même une biopsie, une mammographie et une échographie que je vais faire dans la même journée, dans la foulée. Je me rends donc à l'hôpital. Là, on me fait la mammographie d'abord, ensuite l'échographie donc du sein. C'est comme une échographie de grossesse, mais c'est sur le sein. Et là, le mec me dit, bon, on va faire tout de suite la biopsie en fait. Donc, il me sort une aiguille de cette taille-là. Il m'anesthésie le sein. Il m'enfonce l'aiguille. Tu vois, c'est pas comme une piqûre. Là, il faut vraiment genre rentrer dans les tissus. Donc, c'est vraiment genre tu vois, pour bien rentrer dans la boule et tout. Donc je sens que ça charcute un peu. Et donc il fait plein de prélèvements. Ça a duré, mais j'avais l'impression que ça a duré une éternité. En plus, j'étais très impressionnée, ça saignait, ça me faisait un petit peu mal. Enfin, je sens ce qu'on me fait, mais je n'ai pas de douleur, mais je sens ce qu'on me fait. Enfin, c'est très perturbant. Et donc voilà, il fait les prélèvements et il me dit, bah il faudra revenir après-demain pour une IRM. Donc pas de souci, je rentre à la maison, un gros pansement, je vous mettrai les photos, gros pansement, ça saigne et tout. Je retourne à l'hôpital 2 jours après pour une IRM. L'IRM c'est pareil, bon, je vous explique un petit peu le principe, c'est une grosse machine, un gros aimant qui va venir voir dans le sein, une vision vraiment complète 360 à l'intérieur du corps. Et donc pour une IRM du sein, on a juste les seins dans deux étaux et voilà, l'IRM dure, c'est super long, moi je me suis endormie. Jusque là, je me doute absolument pas qu'il se passe quelque chose de grave. Je me dis juste c'est des analyses de routine, maintenant que je suis en France, peut-être qu'ils vont faire la totale, un gros check-up quoi. Moi je voyais ça en gros check-up. Le lendemain j'avais encore rendez-vous donc avec une gynécologue et le matin on m'appelle pour me demander de venir plus tôt à l'hôpital. Donc je vais à l'hôpital plus tôt. Je rencontre le même monsieur qui m'avait fait donc la biopsie et l'échographie mammaire. Donc il me dit oui, l'IRM a révélé une tache sur l'autre sein, ou sur mon sein droit cette fois-ci. Une toute petite tache d'à peine 6 mm, mais il faut qu'on regarde ça à l'écho. Donc on fait une écho du sein droit. Ensuite il me dit on va biopsier. Donc biopsie du sein droit. Bon là j'étais habituée, c'était tellement impressionnant la première fois que la deuxième fois, j'étais rodée quoi. Il ressort son aiguille, on refouille, on refait des prélèvements et voilà. Avant même de me rhabiller, le médecin me dit voilà, c'est des tumeurs cancéreuses que vous avez dans le sein gauche. Ok, ok. Jusque-là, j'étais pas vraiment inquiète dans la mesure où je me suis dit, c'est pas grave, on va les enlever et puis c'est fini quoi, c'est une opération. Et donc moi, j'imagine pas non plus cancer, vrai cancer comme on dit cancer quoi. J'imagine juste, voilà, c'est des petits kystes cancéreux, ça va s'enlever. Surtout que ma cousine avait eu un cancer et on l'a juste enlevé quoi. Enfin, juste. On lui a enlevé quand même une partie de la jambe, mais on lui a enlevé.
Donc moi j'imaginais encore ça, donc je l'ai dit à ma mère est un peu choquée, mais bon, je pense que comme moi on se disait que ça allait être juste quelques opérations et tout, donc je me rends après ça chez la gynécologue. La gynécologue me reçoit avec une élève, puisqu'on est dans un CHU, donc un CHU, un centre hospitalier universitaire, et elle parle de plein de trucs un peu techniques, des chiffres, des lettres, machin, des trucs, et moi pour plaisanter, je lui dis c'est très technique tout ça, et elle me dit vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc ok, je me tais du coup. Et là, elle me dit donc, vous êtes au courant? Moi je dis oui, oui, on m'a dit... Elle me dit ok, d'accord. Bon bah à partir de maintenant, on va commencer la chimiothérapie. Ensuite, on va vous faire une mastectomie, on va vous retirer le sein. Ensuite, vous allez faire de la radiothérapie. Ensuite, vous allez suivre un traitement qui va vous empêcher d'avoir des enfants pendant 5 ans. Euh... J'étais comme... Pardon? Chimiothérapie? Ablation du sein? Pas d'enfant? Je recevais, j'avais l'impression d'être un punching ball et de recevoir genre des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing. Et avec du recul, bon c'était il y a 6 jours, hein, donc je peux vous le dire, hein, j'étais hyper agitée. Et je l'avais là. J'avais envie de pleurer, mais je savais pas que j'avais le droit. Parce qu'elle me l'a vraiment dit comme si j'avais un rhume, quoi. Genre, et je lui ai dit, mais la chimiothérapie, on est obligé? Enfin, on est obligé d'aller jusque là? Elle me dit ah oui oui c'est nécessaire hein. Ah là moi je vous dis l'ablation du sein c'est une goutte d'eau dans le traitement hein. L'ablation du sein c'est une goutte d'eau, c'est pas une goutte d'eau, c'est pas une goutte d'eau, vous allez m'enlever le sein, mon sein, moi le mien, celui là, mon sein, c'est pas une goutte d'eau, c'est mon sein. Donc ouais un peu je suis sonnée en fait, je crois que je suis sonnée. Sur le coup je pensais à quoi? Sur le coup je me disais simplement Diana pleure pas, Diana pleure pas, Diana pleure pas, Diana pleure pas. Alors elle m'explique bien. Je vous explique aussi parce que c'est un peu compliqué à comprendre. La chimiothérapie, c'est un traitement qui va qui va tuer les cellules cancéreuses, qui sont des cellules en fait qui se multiplient de manière anarchique. La chimio va permettre que ces cellules-là arrêtent de se multiplier et au contraire qu'elles se dissouent en fait, ça les fait disparaître. Une fois que, donc ça va faire réduire la tumeur, ça va la faire fondre. Ils ont parlé beaucoup de fondre, ça va faire fondre la tumeur. Une fois que c'est fondu, on va enlever maintenant tous les tissus qui ont été en contact avec les tumeurs cancéreuses. Là, pour le coup, en l'occurrence, il s'agit de mon sein gauche. Donc on va m'enlever le sein gauche. Et elle m'a dit, et souvent, elle m'a dit souvent on peut garder le sein, mais dans votre cas, quoi qu'il arrive, on enlèvera. Ok. Et je lui dis, mais pas d'enfant, c'est-à-dire? Elle m'a dit ah non non non, le traitement qu'on va vous donner, vous pourrez pas avoir d'enfant pendant 5 ans. D'ailleurs, on vous propose de faire une préservation de la fertilité. On va vous congeler des ovocytes pour que dans 5 ans, si vous voulez avoir des enfants, bah vous puissiez en avoir tranquillement après 5 ans. Si la chimio n'a pas bousillé vos ovaires. Ok, d'accord. Et tout ça, moi je suis là et j'avais le sentiment de ne pas devoir pleurer. Donc je pleure pas. Je le garde là mais je pleure pas. La consultation se termine. Je rejoins ma mère dans la salle d'attente. Et là je l'explique dans les grandes lignes. Et elle me dit mais pleure, ne te retiens pas de pleurer. Je lui dis non mais j'ai pas forcément envie de pleurer. Alors que je le savais très très bien. Une caresse sur l'épaule, sur la joue. Même quelqu'un qui m'aurait fait ça va, j'aurais explosé en sanglots. Donc c'est pas ma mère qui va me dire pleure. Et moi je suis là, non, j'ai pas envie de pleurer. Mais je l'avais là et du coup, oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré, c'est sorti tout seul. C'est sorti comme larme sur larme sur larme sur larme sur larme, incontrôlable, incontrôlable. Chaque larme sortait les unes après les autres. Et donc, entre-temps, donc, les infirmières me rappellent, je rentre dans le bureau, elle m'offre un verre d'eau, je m'assois, et là, elle m'explique vraiment la procédure. Donc, elle me réexplique à peu près tout, plus calmement, mais tout ça fait partie de l'annonce. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'on allait me mettre dans un bureau avec une ambiance un peu feutrée, un diffuseur d'encens, de la musique,
Je sais pas ce que je me suis imaginé. Mais on m'a dit ça tellement de but en blanc. Et surtout, j'ai demandé au médecin, mais on parle souvent de stade de cancer, machin, etc. Moi, j'en suis à où en fait? À quel point mon cancer est évolué? Est-ce que je vais mourir dans les prochains jours? Elle me dit, bah, vous êtes bien debout là, donc ça prouve que vous allez pas mourir. Donc voilà comment j'apprends que j'ai un cancer du sein à 26 ans. Donc après, on me propose d'oncofertilité. Donc l'oncologie, c'est donc l'étude des cancers. Enfin, c'est comme ça qu'on appelle la cancérologie. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, on appelle ça oncologie. Donc on me propose de l'oncofertilité, de l'oncogénétique pour voir d'où ça vient et donc voilà. Après ça, effectivement, les rendez-vous s'enchaînent sans que je ne vois de spécialiste du cancer. Ma cousine qui a eu un cancer m'appelle pour me dire qu'il y avait des centres très très bien qui étaient spécialisés dans les cancers, que j'aurais peut-être les appeler, que là je serais vraiment entourée de gens qui ont les mêmes pathologies, la même pathologie que moi et vraiment je serais dans un environnement plus adéquat pour vivre mon traitement. Et en discutant avec elle, je me rends compte de la brutalité avec laquelle j'avais appris la nouvelle. Je le rappelle, j'étais seins nus dans une petite pièce d'échographie et le médecin m'annonce ça, je suis debout à côté de lui en train de me remettre mon soutien-gorge en fait. Et ensuite je vais voir une dame qui me dit vous êtes au courant? Et moi je lui dis oui et elle me balance ensuite tout ce qu'elle m'a balancé. Et je me dis je vais quand même me tourner vers des spécialistes du cancer du sein. Donc je fais des recherches, je trouve donc l'Institut français du sein, je trouve l'hôpital américain qui ont des médecins très reconnus. En tout cas, je prends les premiers que je trouve dans une liste sur internet. Je les contacte et puis voilà, je prends le week-end pour digérer tout ça. La semaine suivante, dès le début de la semaine, donc cette semaine en fait finalement, puisque c'était avant-hier, je rencontre donc l'oncofertilité. Donc là, ils vont me parler de tout ce qui est préservation des ovaires, etc. Préservation des ovocytes, pardon. Ensuite, je rencontre l'institut qui va donc conserver, donc cryogéniser mes ovocytes. Et ensuite, l'oncologue, donc le professionnel, le spécialiste du cancer, qui là va maintenant me réexpliquer et va me demander pour la première fois depuis le début de tout ça comment je vais, comment moi je vais, comment je me sens. Donc ça m'a fait très plaisir. Entre temps, j'ai revu mon médecin généraliste qui forcément bah, il m'avait dit quand même qu'à 95% c'était rien, donc forcément je le sens mal à l'aise, mais il m'a dit quelque chose qui peut-être devait être pertinent, c'est que c'est très rare, et ça je l'ai entendu beaucoup de fois depuis qu'on me l'a annoncé, très rare chez une fille de mon âge d'avoir un cancer du sein, encore plus rare chez une fille noire. Et pour lui c'était quasiment impossible, c'est comme si la première fois qu'il voit ça. La prochaine étape normalement c'est la préservation de ma fertilité. Donc finalement j'ai choisi de me faire suivre par d'autres médecins parce que j'avais envie de me détacher un petit peu de toute en fait de faire le parallèle entre mon annonce et ce que j'allais vivre après. J'ai pas envie de revoir tous les jours les mêmes médecins qui me l'ont annoncé. C'est un truc, c'est passé, c'est pas grave, j'en veux à personne. J'en veux vraiment à personne. Je veux juste voilà, avancer, recevoir les meilleurs soins et qu'on me parle de choses qui m'intéressent. Parce que quand on me dit l'ablation du sein c'est une goutte d'eau, non, moi j'ai 26 ans, l'ablation du sein c'est typiquement ce qui m'intéresse. La fertilité, faut pas y penser tout de suite, machin. Si, faut y penser tout de suite. Moi, c'est typiquement ce qui m'intéresse. J'ai 26 ans, j'ai envie, je rêve d'avoir des enfants. J'adore ma féminité. Dans ma vidéo précédente, je disais que j'avais perdu 20 kilos et que je me sentais vraiment mieux dans mon corps, que j'avais regagné confiance en moi. Donc, va m'enlever un sein derrière. Moi, ça m'intéresse. Donc, prochaine étape, normalement, la fertilité. Donc, on va congeler mes ovocytes. Génial. J'aurais jamais imaginé congeler mes ovocytes. C'est trop bizarre. Mais du coup, on va congeler mes ovocytes. Ensuite, on va me poser un port à cathéter. Donc, c'est un petit truc dans lequel va passer le produit de la chimiothérapie. Et puis, voilà quoi, dans moins de 10 jours, on démarre la chimio. Donc, de toute façon, on va vivre tout ça ensemble. Donc là, aujourd'hui, c'est juste la révélation.
Demain, on sera ensemble en oncofertilité. Ensuite, on sera ensemble pour ma première chimio. On sera ensemble pour les 8 séances de chimio suivantes. On sera ensemble avant l'ablation, après l'ablation. Et voilà. Donc, see you! J'espère que vous allez me suivre. J'espère que vous allez prier pour moi. Je prie pour vous aussi d'ailleurs. C'est pas une annonce très glorieuse, mais je me sens bien. Ça va très bien. Honnêtement, mes amis me disent que je suis forte, mais je pense pas. Je pense que je l'ai rapidement accepté. Et, et maintenant, j'ai envie de continuer à vivre avec et genre de me l'approprier. Et pas de le subir, mais vraiment de me l'approprier. Et je veux pas être la victime d'un cancer, mais je veux être genre, tu vois, allons-y ensemble. Du coup, bah, on va se retrouver à peu près toutes les semaines pour que je vous parle de mon cancer, de comment ça avance. Donc, on va traverser des choses un peu difficiles ensemble, mais on est ensemble. Peut-être que là, je vais bien, mais je vais peut-être certainement craquer à un moment. Je vais peut-être vous dire que j'en ai marre, que je veux pas continuer, mais on sera toujours tous ensemble. Votre soutien et le soutien que je reçois déjà est incroyable. Donc je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont soutenue. Et voilà quoi. C'était moi. Je vous fais des gros bisous, on se dit à la prochaine et portez-vous bien. Ciao ciao.